Voilà, chers amis, bonsoir, merci de suivre les grandes interviews. Nous nous retrouvons, comme nous avons l'habitude de le dire, toutes les semaines et puis nous parlons bien sûr des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, il faut dire que, étant en aventure, nous avons beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens qui se sont inscrits dans l'armée américaine, puisque nous vivons ici aux États-Unis. Alors, je crois qu'il faut essayer de percer un peu ce milieu-là, ce mystère. Nous allons rencontrer un d'entre eux. Il va nous dire, voilà, pourquoi est-ce qu'il est allé dans l'armée ivoirienne et qu'est-ce qu'il faisait concrètement dans cette armée. Et puis, pourquoi pas, comment est-ce qu'il pourrait éventuellement servir son pays. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau M. Thierry Kouassi. M. Thierry Kouassi était combat ingénieur. Il va nous expliquer, combat ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui l'a motivé à aller dans l'armée américaine. M. Thierry Kouassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que vous êtes beaucoup comme ça, moi j'en connais déjà. Vous êtes beaucoup d'Ivoiriens qui sont inscrits dans l'armée. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans l'armée? Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, ce qui m'a motivé, quand je quittais le pays pour les États-Unis, j'avais en tête partir à l'école. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le terrain. Bon, on m'a parlé de... C'était un financial aid, fallait... Le gouvernement te donne, il fallait rembourser. Bon, j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. Bon. Et d'autres personnes m'ont parlé de l'armée. J'ai commencé à nourrir cela. Et c'est sur le plan d'école, parce que étant dans l'armée, quand tu sors, le gouvernement paye tes cours et tu as plus de bénéfices après tes études. Donc, tu es pris en charge médicalement. Vu les avantages que je voyais, je dis bon, pourquoi ne pas me lancer? Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on peut vous appeler un retraité de l'armée ivoirienne? Oui, je suis à la retraite. Yeah. Mon Dieu, ben, voilà. Et puis, vous étiez aussi combat ingénieur dans l'armée américaine. Combat ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, je voulais découper le mot combat et ingénieur. Combat, ça veut dire guerre dans le domaine militaire, ça veut dire guerre. Ingénieur, on fait les ponts, il y a plusieurs sortes de boulot dans le domaine d'ingénieur. Ben, dans ce cas, nous sommes dans le domaine, on fait beaucoup les ponts, les routes. Mais moi, je suis spécialisé dans le domaine de bombes, c'est-à-dire les mines, comment placer les bombes, comment désamortisser les bombes, les mines. Bon. C'est un peu combat ingénieur, nous exerçons dans le domaine de guerre. C'est-à-dire que tout ce qui va avec un ingénieur peut faire aux États-Unis ou dans un milieu de paix, nous on le fait en guerre. Ouais. Vous êtes spécialisé en matière de bombes. Oui. La formation pour cette spécialisation dure combien de temps? D'abord, comment ça se fait la formation? Vous avez 9 semaines. Je sais que vous avez des secrets professionnels que vous ne devez pas livrer ici. Il faut qu'on dise cela à tous nos amis qui nous suivent, parce qu'au niveau de l'armée américaine, elle est très stricte. Il y a des secrets que vous ne devez pas livrer ici. Donc, on ne va pas vous mettre sur la place publique. Ce dont vous pouvez parler, vous pouvez aller. Ce dont vous ne pouvez pas parler, bon, on ne va pas aller là-bas. Okay. Donc là, maintenant, c'est à vous maintenant de faire le tri de ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. Ok, je comprends très bien. Allez-y. Comme je disais, d'abord, nous avons 9 semaines. On appelle ça comme un basic training. Basic training, on te forme pour tout. C'est que, bon, ça c'est tout le monde. Tout le monde fait ça. Après ton basic training, vous partez faire un test. Si tu passes au test, on t'envoie directement à AIT. AIT, à partir de l'AIT, on te forme pour ton boulot. Tu vois, il y a plusieurs boulots. Si tu es dans le domaine médical, après d'être gradué dans basic training, maintenant, tu formes pour ton boulot. On appelle ça maintenant AIT. Alors, AIT, bon, ça nous a fait pratiquement un mois et demi de formation. C'est une formation vraiment pas facile, mais ça a été bien quand même. Et bon, comment ça se fait la formation? On avait des enseignants qui venaient, des spécialistes, qui venaient nous enseigner comment placer les bombes, comment fabriquer les bombes, et comment désamortisser les bombes, tout ça. Bon, ça a été... Bon, au début, c'était pas facile, parce qu'on te donne une mine, on te dit, il faut t'arranger pour que la mine ne s'explose pas.
souvent on met les mines sous la terre, on te dit il faut les trouver. Donc avec les enseignements qu'ils nous donnaient, avec au fur et à mesure tu touches aux mines, au fur et à mesure tu touches aux bombes, ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Donc lorsqu'on a fini le basic training, c'était devenu comme un jeu pour nous. On n'avait plus cette crainte, on n'avait plus cette peur et on voulait affronter. Donc ça veut dire que vous aujourd'hui, en tant que vous, Monsieur Thierry Kwasi, en tant que spécialiste américain en matière de poser, désamorcer les mines, les bombes et tout ça, si la Côte d'Ivoire a besoin de vous, besoin de votre expérience, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à servir votre pays? Pourquoi pas, c'est mon pays. C'est pour ça que je suis tout de cœur avec mon pays. Je suis beaucoup l'actualité de mon pays et je vais mettre au service de mon pays. Si aujourd'hui le gouvernement ivoirien me fait appel dans comment aider l'armée ivoirienne, bon, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Vous avez passé combien de temps dans l'armée? Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, que vous avez visités? Est-ce qu'il y a des pays où vous êtes allé pour servir l'armée américaine? Vous avez passé combien de temps dans l'armée? J'ai passé 2009-2012, ça m'a fait pratiquement 3 ans. Et je suis parlé d'un autre pays, bon, je suis allé seulement en Afghanistan. Après ma formation, je suis allé à Alaska. De Alaska, je suis parti en Afghanistan. Voilà. Moi, et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'armée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Bon, j'ai nourri d'abord l'armée. C'était un plaisir pour moi d'être dans l'armée parce qu'au début, j'avais une peur. Bon, quand je suis rentré avec certains amis, certaines connaissances, bon, c'est devenu comme une famille pour moi. Donc, bon, le fait que j'ai laissé l'armée, bon, c'est la vie, c'est le destin. Ça m'a choqué un peu. Mais présentement, bon, vu que ce que les États-Unis font pour les vétérans que je suis, bon, j'ai pu trouver un boulot comme inspecteur de sécurité à G4S. Donc, comme inspecteur de sécurité, bon, mais de fait de telle sorte que tout le monde, tous ceux qui sont security officials sont à leur boulot. S'il y a des problèmes à régler, bon, je pense que je les règle. Et à côté de cela, je suis étudiant aussi en Medical Laboratory Technology. Comme je l'ai dit, j'aime aller à l'école. C'est pour ça que je suis rentré dans l'armée. Bon, comme je suis sorti maintenant, bon, pourquoi pas ne pas aller à l'école. Voilà. Monsieur Thierry, vous êtes allé dans l'armée. Chers amis, je voudrais certainement m'excuser. Comme vous le constatez, je nasis un peu ce soir parce que j'ai dû prendre un coup de froid. Voilà, mais je crois que devoir professionnel oblige. Il fallait que je sois ici pour bien sûr vous servir, vous, mes amis, des grandes interviews. Donc, c'est pour vous que je suis là ce soir. Je serai quelque part en train de me reposer, de récupérer, mais je suis là sur le plateau. Et comme vous le constatez, je m'entretiens avec M. Thierry Kwasi. M. Kwasi, expert américain en matière militaire, comment vous voyez aujourd'hui nos armées, je dis bien nos armées, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Comment voyez-vous nos armées en Afrique? Je pense que l'armée en Afrique a besoin d'être reconstruite. Parce que quand nous prenons l'Afrique, il y a plusieurs rébellions en Afrique qui prend sa source dans l'armée. C'est l'armée qui crée maintenant la rébellion. Donc, un militaire n'a pas le droit d'aller contre son pays. Donc, je pense que l'armée africaine, en général, a besoin de réorganisation, de reconstruction, de nouvelles idées, de nouvelles formations, un peu de tout ça. Est-ce que le véritable problème de nos armées en Afrique, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, je dirais, ethno-racial, parce que, vu un peu, je dirais, toutes les ethnies que nous avons en Côte d'Ivoire, des fois le président veut qu'il y ait beaucoup plus de membres de l'armée qui viennent de son ethnie, et tout ça. Est-ce que ça ne pose pas véritablement problème? Vous, aux États-Unis, nous savons par exemple que c'est l'armée typiquement américaine. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas c'est pas le côté faible de nos armées en Afrique quand le président, par exemple, veut que tous les membres ou bien les grands patrons de l'armée viennent de son camp ethnique? Bon, ça dépend. C'est l'assurance. Tu vois, chaque personne vient avec ses propres idées. Le problème, ce n'est pas quelqu'un qui vient de sa région.
Le problème, c'est est-ce que les personnes que tu prends pour mettre à côté de toi ou bien est-ce qu'ils font le travail? Le problème, c'est ça. Bon, l'armée américaine, c'est vrai, il y a aussi des petits problèmes. Comme tu l'as dit, peut-être racial souvent. Mais c'est pas pour autant que tu vas aller peut-être contre ton pays ou bien contre certaines décisions du président. Donc, on a besoin de savoir respecter l'autorité. C'est la première des choses. Quand tu es dans l'armée, il y a d'abord le respect de l'autorité. Quand l'autorité parle, tu n'as plus de droit, tu n'as pas le droit de dire non. Tu es obligé d'exécuter. Tu vois, bon, dans l'armée africaine, souvent, bon, si peut-être lui qui n'a pas assez de grade, comme on le dit, connaît peut-être une personne au gouvernement, mais connaît le ministre, et tout ce que peut-être son supérieur lui dit, bon, il ne prend pas au sérieux. C'est pas ça l'armée américaine, c'est la discipline. Quel que soit ton âge, si je suis ton supérieur, tu as bien de me commander, d'exécuter tout ce que je te dis. Et bon, parce que le président met ces personnes qui contrôlent facilement auprès de lui, tu vois. Et si l'armée ivoirienne ou africaine est disciplinée, il respecte l'autorité, le président ne peut pas se... Mais vous parlez de discipline, je vous ai écouté, vous avez cité 2 fois discipline. Ça veut dire que quelque part, il y a encore des brebis galeuses dans nos armées africaines, ce qui, bien sûr, soulève un peu un côté d'indiscipline. Oui. Parce que quand on parle de discipline, il faut bien sûr parler aussi d'indiscipline. Alors, est-ce que dans ce cas, par exemple, est-ce que l'armée est véritablement, je dirais, formée et prête à défendre la nation qu'elle doit servir, si déjà au sein même de l'armée, nous avons des cas d'indiscipline? Vous savez, bon, je prends un peu l'armée. Pour répondre à ta question, je prends un cas dans l'armée américaine. Oui, que vous connaissez mieux d'ailleurs, voilà. Bien sûr. Vu les expériences, vu les personnes que j'ai côtoyées, il y a plusieurs personnes qui sont beaucoup indisciplinées dans l'armée américaine. Mais les lois au sein de l'armée leur amènent à se revoir. C'est pour ça que j'ai été très content de voir au pays, en Côte d'Ivoire, la création d'une police militaire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir parce que la police militaire, c'est une force de discipline qui va un peu discipliner les soldats. Parce que c'est une police qui attaque seulement que les militaires. Elle s'en fout des civils. Si un militaire ne fait pas le travail correctement et s'il est pris par la police militaire fait son travail. J'ai vu des personnes dans l'armée ivoirienne américaine qui ont été mélottées, emprisonnées par la police militaire. Donc, à votre sens, par exemple, avec votre expertise, c'était, je dirais, le moment était bien donné pour créer cette police militaire-là, voilà, pour vraiment marquer un point sur la discipline voilà, au sein de l'armée. Yeah. Ben, est-ce que, je ne sais pas si je peux vous poser cette question, vous, spécialiste en matière militaire des États-Unis, comment vous voyez un peu nos armées en Afrique, quels sont les points forts et les points de faiblesse? Bon, le côté d'abord souligner un problème, un faiblesse, c'est d'abord la discipline. C'est un point très crucial pour l'armée en général africaine. Et il y a aussi la formation. Et vu, bon, je ne sais pas comment on forme les soldats au pays. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la formation. Mais est-ce que la discipline dont on parle n'est pas parce qu'il y a un manque de formation que vous évoquez maintenant? Parce qu'on sait, par exemple, que dernièrement, en Côte d'Ivoire, au sein de l'armée, il y a certains de nos frères, voilà, qui, bon, c'est pas pour peut-être les dénigrer. Il y a des mécaniciens aujourd'hui qui sont devenus militaires, il y a des apprentis des apprentis Baka, il y a des menuisiers, des tailleurs qui sont devenus tous militaires aujourd'hui par la force des choses, qui ne parlent pas le français, qui ne savent ni lire ni écrire. Est-ce que ce n'est pas véritablement un problème pour nos autorités? Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça c'est vrai, peut-être si on a avancé, j'allais souligner ce problème-là. Regarde un peu comment le processus pour être militaire américain. D'abord, tu demandes le bac, la première condition.
après le bac, on te fait faire des tests. C'est-à-dire, tu fais tes tests en maths, des tests en anglais. Et ce sont ces deux textes qui t'amènent, vu le score, ton point que tu vas avoir, qui vont t'amener à rentrer dans l'armée américaine. Et encore, il y a aussi 6 textes que tu vas répondre à certaines questions. Ces 6 autres textes vont par rapport au score que tu vas faire dans chaque matière, ils vont voir où, dans quel domaine ils peuvent te placer. Vous voyez, d'abord le côté d'analphabétisation de l'armée ivoirienne, c'est un problème, c'est un grand problème. Et si le gouvernement ne fait pas attention, ça peut dégénérer. Parce que ce sont des personnes qui ne savent pas lire. Quand des personnes qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, comment ils vont communiquer avec la population? Souvent, si vous nous voyez en tenue militaire, nous avons des petits trucs, des poches. C'est-à-dire qu'on met tous des petits cahiers, des petites notes et un bic sur nous. C'est-à-dire quoi? Partout où je vais, je peux faire un rapport. Et ce rapport, il va aider mes supérieurs. S'il y a quelque chose qui s'est passé, il va dire, ah, ce soldat a fait un rapport et voilà ce qu'il faut faire pour apporter une solution à ce problème. Vous voyez, bon, si une personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qu'il est dans l'armée ivoirienne, il est dans l'armée, mais comment il peut aider? Comment il peut aider l'armée? Parce que il ne peut pas apporter quelque chose de grand. Parce que souvent, vous êtes en guerre et on te dit, bon, la radio est en train de parler. Si tu ne comprends pas ce que on peut te dire, oh, l'ennemi est à gauche. Toi, tu ne sais pas, toi, tu vas à droite. Et l'ennemi est à gauche, donc ne partez pas à gauche. Toi, tu vas à gauche, bon, tu peux prendre une balle et puis mourir. Vous voyez, je pense que le gouvernement a besoin, peut-être, je comprends, parce qu'il y a eu une force qu'il fallait prendre pour aller contre une autre force. Et on prenait des personnes qu'on trouvait sur la route. Donc, je pense que le gouvernement, il doit les former. C'est-à-dire, les aider peut-être à subventionner par rapport à des projets. C'est-à-dire, s'il veut avoir des BACA, on peut donner un BACA. Et vous voyez, il fait son travail. Et vous voyez, parce que tant qu'il y aura des personnes analphabètes dans l'armée, je pense que ça va toujours... Ce qui crée déjà un problème. Voilà. Moi, là, comment restaurer déjà cette confiance-là entre l'armée et son peuple en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a déjà une cassure. Oui. Il y a une grande cassure aujourd'hui, je ne dirais pas forcément en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, parce qu'il y a une cassure entre l'armée et le peuple. Alors, selon vous, avec votre expérience militaire, votre expérience américaine, comment pensez-vous qu'on peut restaurer la confiance entre nos armées et nos peuples? D'abord, le respect de chaque... Bon, créer un certain... Le respect entre la population et l'armée. C'est-à-dire que d'abord, l'armée doit aller vers la population. Elle veut dire, ok, il y a eu un problème, nous travaillons pour vous. Et vous voyez. Et l'armée doit s'assurer que cette population est en sécurité. Si la population sait que je suis en sécurité, ça va commencer, bon, la confiance va commencer à naître. Parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé, bon, qu'on appelle post-électoral, qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il y a eu 2 tendances qui sont posées. Et bon, maintenant on veut, maintenant il y a, on peut dire, une organisation, un gouvernement qui est mis en place, c'est-à-dire on ne parle plus de ce qui est comme post-électoral, on parle maintenant d'un gouvernement ivoirien. Donc, ça appartient à l'armée d'aller vers sa population. D'aller vers la population pour dire, ok, nous avons fait des bêtises, nous travaillons pour vous. D'abord, réinstaurer la sécurité au sein de la population, défendre cette population quand elle est attaquée. Ça, à force de faire ces 2 choses, que la confiance va commencer à naître. Et éviter de s'en prendre à la population. Ça, c'est un gros problème. Parce que il peut avoir toutes sortes de pouvoirs. Mais quand la population s'élève, il n'y a plus de pouvoir. Tout le monde fuit. On a vu en Égypte. Donc, il faut aider cette population
à se reconstruire sur le plan sécuritaire. Parce que quand il y a la sécurité, il y a la vie. Et vous voyez, quand il y a la sécurité, il y a les bailleurs de fonds qui viennent. Quand il y a la sécurité, les gens ils vont à leurs occupations sans problème. On prend un exemple. Les gens sont chez eux. Un matin, on leur dit, OK, les militaires sont en train de tirer en eux. Comme c'est passé dans souvent les policiers, la gendarmerie, souvent la gendarmerie et les FSI. Ce sont des choses qui doivent être bannies. Ce sont des choses qui doivent être... On ne doit plus voir ça parce que ça crée une mésentente, une certaine norme de... comment dirais-je... Donc pour vous, excusez-moi, pour vous par exemple, être militaire ne veut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Non. Et que tout militaire peut être sanctionné comme tout civil, pourvu qu'il soit, je dirais, coupable des faits qui lui sont rapprochés. C'est pour ça que je salue l'idée de la police militaire. Ça, c'est la police militaire parce que dans la police, aux États-Unis, c'est la police militaire qui est obligée de sanctionner un militaire. Et vous comprenez? Si vous parlez, je suis militaire, je suis dehors, que j'ai un problème, on appelle directement sur la base où je suis pour leur dire voilà, tel élément a fait ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les États-Unis disposent de beaucoup plus de moyens sophistiqués pour un rassemblement assez rapide pour mettre la main sur ces gens? Chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, nous savons qu'on a un manque criard de moyens, walkie-talkie, moyens de déplacement, et moyens de défense. Est-ce que ce n'est pas un peu ce côté-là Bon. Parce que je sais, par ici, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On peut défendre Abidjan rapidement. Oui. On peut défendre Bouaké rapidement. On peut défendre Korogo, Daloa rapidement. Et les autres villes. Je suppose par exemple qu'il y a un événement qui se passe à comment on appelle, à Democro. C'est vrai qu'il y a un camp de gendarmerie, un camp peloton qui est là. Oui. Il y a un camp, il y a une gendarmerie, puis il y a un camp peloton. Mais les autres villes de la Côte d'Ivoire, c'est pas dû à ce manque de moyens là? Oui, les moyens, oui, je suis d'accord par rapport aux moyens. Mais ça dépend de la priorité du gouvernement. Et vous voyez, parce que les États-Unis mettent plus de 60, bien 80, 70% de leur économie qui vont directement dans le domaine de la défense. Parce qu'ils savent que la défense, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Donc, il faut apporter les éléments, il faut apporter les moyens. Bon, si on n'a pratiquement pas trop de moyens, mais si on a des idées. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a les hommes. On a les hommes pour faire le travail. Mais ils ont besoin d'idées. Tu as dit, bon, regardons un peu ce qui se passe à l'ouest. Au Libéria, certaines milices ou certaines personnes, bon, rebelles du Libéria viennent dans nos villages à l'ouest et puis bon, ils tuent les personnes et puis ils s'en vont. Ça doit choquer l'armée ivoirienne. Et vous voyez, et avec tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous voyez? Voilà un peu des questions qu'on doit se poser et en fonction de cela, on peut apporter des solutions. Il ne suffit pas d'envoyer des militaires à l'ouest et après on voit que la situation est normalisée et les ramener sur Abidjan. Mais non, il faut essayer de créer plusieurs bases militaires. Est-ce que vous parlez de solutions tout à l'heure, excusez-moi, est-ce que vous pensez, M. Kwasi, vous qui vivez aux États-Unis, vous qui avez fait l'armée américaine, vous qui êtes spécialiste en matière de bombes et de mines, est-ce que vous pensez que vous êtes une des solutions des problèmes de l'armée en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez apporter votre expérience? Donc vous êtes pratiquement une des solutions. Bon, si l'armée ou bien le gouvernement ivoirien me fait appel pour apporter des idées, comme je l'ai dit, je connais plusieurs. Avant de venir ici, j'ai eu à discuter avec beaucoup de mes collègues militaires et ils sont prêts. Ils sont prêts à donner... Vous savez à peu près combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui sont dans l'armée? Est-ce que vous avez quand même essayé de faire une petite association de jeunes Ivoiriens qui sont aujourd'hui dans l'armée ivoirienne? Vous connaissez à peu près combien? Vous en connaissez combien? Bon, j'en connais 3 personnes que je connais mieux. Mais d'autres personnes, on a eu à causer pas une fois, 2 fois. La plupart, je les connais réellement. Mais 3, je connais beaucoup de 3. Je connais 3 personnes. Il y a un qui est au Texas, il y a un qui est en Californie. Ces 2 autres personnes, je les maîtrise mieux, je les connais mieux. Et je connais, bon, il y a un, j'ai entendu parler de lui qui est en Germanie, en Allemagne. Il y a un qui est à New York, à New York ici. Et
Il y a d'autres personnes, j'ai entendu parler d'eux. Parce que moi, je connais aussi le capitaine chirurgien. J'ai pas envie de dire son nom. C'est un ami personnel à moi. Bonsoir, capitaine. Si tu suis l'émission, voilà, quand tu vas voir la vidéo, il sait de qui je parle. Il habite la Virginie. Capitaine, bonsoir. Comment ça va? Ouais, il est capitaine chirurgien. Voilà, je crois que plusieurs fois, un ami personnel, on s'est eu au téléphone. Et la dernière fois où je crois qu'il devait faire une mission, il m'a dit, tu n'as pas la personne. Capitaine, j'ai maintenu le mot, je t'ai fait la promesse, je n'ai pas dit à qui que ce soit. Certainement, quand tu vas revenir, en ce moment, on va en parler. Et dès que tu reviens, tu passes-moi un coup de fil. Je vais souligner un fait. Quand j'étais en formation, il y avait un groupe d'Africains d'un autre pays et leur gouvernement les a envoyés pour faire une formation aux États-Unis. Voilà un peu des choses que le gouvernement peut faire, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Le gouvernement peut, dans différentes coopérations que nous avons, peut envoyer des personnes pour aller apprendre sur d'autres armées comment ils évoluent, comment ils travaillent. Et ces personnes reviennent au pays, peuvent apporter de l'aide. Bon, nous autres, bon, c'est pas, on ne nous a pas envoyé ici, le gouvernement ne nous a pas envoyé ici. Bon, nous sommes rentrés, on a des petites idées, des choses qu'on peut apporter à l'armée ivoirienne. Bon, il n'y a pas de problème. Et ce groupe, ces deux autres que j'ai cités, ils sont beaucoup motivés. Monsieur Kwasi, on tire vers la fin de cette émission. Vous êtes venu aux États-Unis en aventure et par rapport à vos contacts, par rapport à ce que vous voulez faire demain, vous avez décidé de rentrer dans l'armée. Je sais qu'aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de nos parents ivoiriens qui demandent à leurs enfants formellement empêchent leurs enfants de ne pas rentrer dans l'armée. Mais vous qui êtes partis dans l'armée, vous qui avez vécu dans l'armée, vous qui avez fait l'armée américaine, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner aujourd'hui, non seulement à nos jeunes frères qui ont bien sûr l'intention de rentrer dans l'armée, mais surtout à leurs parents qui les empêchent d'aller dans l'armée? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ce monde-là? Bon, j'ai eu aussi ce problème parce que quand j'ai décidé de rentrer dans l'armée américaine, il y a beaucoup de voix qui sont soulevées. Pour dire pourquoi, bon, d'autres me disaient quand je me voyais j'ai un cercueil. Parce que je disais que je n'allais jamais revenir. Et vous voyez, il y a toujours des personnes pour aller contre ta volonté, contre ce que tu veux faire. Même si aujourd'hui, tu veux peut-être aller à l'école ou bien tu veux peut-être devenir président, il y a des personnes qui vont toujours te décourager. Mais ça dépend de la personne qui est en face. Je dis toujours à mes amis, quand tu viens dans l'aventure, il faut connaître tes priorités. Et tu vois, d'abord, savoir connaître ses priorités. Et en fonction de ton devenir, de ce que tu veux faire dans ton futur, quels sont les moyens qui s'offrent à toi pour que tu puisses atteindre ce but. Et tu vois, et si tu vois l'armée peut t'aider à juste faire. Parce que souvent, quand tu veux te marier, prends un exemple de le mariage, quand tu veux te marier, à certaines personnes, certains parents qui vont dire, oui, on aime cette femme, tu peux prendre cette femme, à d'autres qui le diront non. Et tu vois, mais si tu aimes cette femme, si tu aimes vraiment la fille en question, tu peux t'engager. Donc ça dépend de ton courage. C'est vrai, l'armée, quand tu es dans l'armée, c'est un boulot qui est vraiment risquant, je peux confirmer. C'est risquant parce que quand tu es dedans, souvent quand tu pars en guerre, tu pars en mission, tu ne sais pas si tu vas revenir. Et tu vois, c'est beaucoup risquant, mais si c'est ce que tu veux faire, moi j'encourage les gens, je les encourage. C'est travailler pour son pays, il n'y a pas grand chose que... Donc vous pensez aujourd'hui, par exemple, vous pensez que l'armée ivoirienne, si vous avez une note à donner à l'armée ivoirienne, entre 1 et 10, vous lui donnerez combien? C'est une armée qui est en reconstruction, vu tout ce qui s'est passé. Je peux leur donner la moyenne 5. Bon, je leur donne 5 parce qu'ils ont pensé à quelque chose qui m'a beaucoup plu, la police militaire. Je reviens encore sur ça. Et parce que quand le pouvoir, il y a eu le nouveau pouvoir, il y a eu beaucoup de disciplines au sein des FSC. Et ils se disaient qu'ils étaient arrivés, ils faisaient beaucoup de choses. Et souvent quand j'appelle au pays, on dit les voitures, on prend une voiture, on écrit FSC. On ne sait pas si c'est une voiture réelle ou bien venant de l'armée. Et lorsque la police militaire a été créée, maintenant on me dit que ces gens de voitures ont été retirés. Et tu vois,
Et ces gens, bon, souvent, j'appelle beaucoup au pays. Et ça a comme ça attiré la confiance. Et tu vois, et la population a aimé cela. En tout cas, tous ceux que j'ai contactés ont aimé cela. Et tu vois, donc, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils ont besoin de discipline. Ils ont besoin de réorganisation. Ils ont besoin de nouvelles idées. Et tu vois, tu peux pas dire, on ne peut pas prendre des personnes appris dans la rue et ils sont devenus militaires. Ils sont des militaires, ils ont été formés sur quelle base? Ils n'ont pas été formés. Et donc, l'armée ivoirienne est obligée de les former. Et tu vois, les former, pas une formation comme les autres, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Si on peut faire des cours approfondis en français, je ne sais pas, mais ça dépend de comment l'armée ivoirienne veut les réorganiser. Et tu vois, veut les réorganiser parce qu'ils ont besoin de réorganisation, ils ont besoin de confiance, parce que je peux affirmer, je ne pense pas qu'il y ait une confiance entre la gendarmerie ou bien la police avec les gens de FSI. Il n'y a pas trop de... Bon, on dit FSI, par exemple, bon, les deux forces se sont associées maintenant, mais les forces nouvelles. Et tu vois, et le gouvernement a besoin d'abord chercher à ce qu'il y ait la confiance entre ces deux forces et chercher à former ces nouvelles forces-là à ce qu'elles travaillent dans l'évolution de la Côte d'Ivoire, pas créant des soulèvements comme ce qui s'est passé à Sequenci, à Beauville. Et vous voyez, ce sont des choses qui sont pas bien soit dans la réconciliation et aussi dans l'armée. Parce que l'armée a le droit, le premier droit d'un soldat, c'est de défendre son pays. Quels que soient les moyens, tu dois défendre ton pays. Ta vie n'a pas de... quand tu es militaire, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à ton pays. Donc, si tu dois perdre ta vie pour ton pays, tu le fais. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne dans l'armée américaine. On travaille pour son pays. On a l'amour de son pays. Tu ne peux pas rentrer dans l'armée de ton pays juste parce que tu veux avoir du travail, comme ça se fait en Afrique, pratiquement en Côte d'Ivoire. Il faut travailler pour ton pays. Il faut aimer ton pays d'abord avant de t'engager. Parce que je rappelle lorsqu'il y avait la rébellion de 2002 par là, il y avait des militaires qu'on appelle les forces loyalistes qui ont refusé d'aller combattre. Et ça, c'est pas bon. Quand tu es militaire, à chaque moment, tu es appelé à aller combattre pour ton pays. Et ce que je voulais dire aussi, au niveau aussi de l'armée ivoirienne, c'est le physique. Et tu vois, dans l'armée américaine, je veux dire, on se réveille chaque fois à 4 ou 5 heures du matin pour courir, pour aller au gym, pour avoir la musculation. Et vous voyez, et à chaque mois, à chaque année, chaque 6 mois, on fait un test. On appelle ça petit test. Et si tu échoues, tu perds tes promotions et tu ne peux pas évoluer. Et tu dois doubler d'efforts. Si on te pèse aussi, si tu es gros, il y a beaucoup de choses qu'ils font pour maintenir le physique. Et vous voyez, bon, souvent quand je vois certains militaires ivoiriens ou africains, mais tu dis, est-ce que celui-là, il peut faire quelque chose, il peut courir. Ouais, qui sont gros, tout le ventre devant. Bon, c'est ça aussi, parce que ça rentre dans le cadre de la restructuration, de la formation de l'armée dont vous parlez tout à l'heure. Elle doit être réorganisée. Et puis surtout, elle doit être beaucoup plus disciplinée. Monsieur Kwasi, la régie me fait dire que nous sortirons vers la fin de cette émission. Je vous vois aujourd'hui, vous êtes venu au studio avec votre tricot orange, voilà, orange, blanc, vert. Pour montrer, il faut le montrer. Voilà, orange, blanc, vert. Alors, est-ce que vous êtes fanatique du football? Oh, je joue beaucoup au foot. Okay. Vous savez qu'on était dans notre unité. Il y avait des matchs qu'on jouait entre unités. Vous voyez, bon, infanterie joue contre ingénieur, cave joue contre ingénieur. Et ça... Vous jouez à quel poste? Bon, j'étais gardien. J'étais gardien. Mais un mot pour les éléphants. Est-ce que vous pensez qu'ils vont
on espère tous qu'ils vont décrocher, ils vont revenir en Côte d'Ivoire avec la coupe qui va encore, je dirais, donner un petit plus dans ce processus de réconciliation. Un mot pour nos éléphants? Bon, je tiens à les encourager. C'est pas facile. C'est pas du tout facile quand tu joues pour ton pays. Ton pays attend beaucoup de choses de toi. Donc, je pense que nous qu'à prendre patience, ne pas trop se précipiter sur le terrain, de savoir prendre l'adversaire. L'essentiel, c'est de revenir en Côte d'Ivoire avec la coupe. L'essentiel, c'est de revenir en Côte d'Ivoire, peu importe comment vous jouez, mais nous, on a besoin de victoire. Donc, ils ont gagné le Burkina aujourd'hui, nos frères du Burkina. Oui, c'est ça la compétition aussi, hein. Quelqu'un doit perdre là. Je disais à un de mes amis, vraiment, ça, un jeu contre Burkina qui est à côté de nous. Qui nous a aidé aussi dans le temps difficile qu'on a traversé. Malheureusement, bon, il fallait que le Burkina tombe des coups de pied de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais le Burkina, ironie du sort. Le match contre le Burkina, c'est pas seulement un match. Parce que on vit à côté. Chaque pays, on est des frères. On est des frères. Donc, il faut peut-être, à partir de ce match, dire à l'autre, moi je suis ton grand frère. Mais tu vois, nous sommes les grands frères. Parce que si on perdait ce match contre le Burkina, non, mais en aucun cas on pouvait perdre le match. C'est pas possible. Non, on pouvait pas perdre ce match-là. On pouvait pas perdre, mais prenons le cas. Si on perdait. Non, on va enlever le si. On a gagné, on ne pouvait pas perdre le match. Mais en tout cas, je tiens à les féliciter pour ce score et les encourager encore et dire que le plus dur, c'est devant les matchs de poule. Bon, ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et maintenant, il faut jouer maintenant le ballon. Il faut redoubler d'efforts parce que une fois que tu perds, il n'y a pas de nul. Pour dire si j'ai fait nul, j'ai fait des jeux de calcul. Non, mais là, c'est le combat, c'est le match des plus forts. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Tu gagnes pas, tu sors. Donc, c'est là le plus dur. Donc, en tout cas, on les encourage. Je sais que cette année, on va ramener la coupe. Je suis confiant. Bon, mais que tes parents soient entendus par Dieu. Je dirais Inch'Allah. Voilà, chers amis, bonsoir. Je recevais sur mon plateau ce soir, comme je vous l'avais dit, M. Thierry Kouassi. M. Thierry Kouassi a passé plus de 3 ans de sa vie d'immigration dans l'armée américaine. Il est spécialiste des bombes et des mines. Voilà, M. Thierry Kouassi s'est posé des mines, il s'est posé des mines, et il s'est posé des bombes, il s'est posé des mines, et il s'est, je dirais aussi, désamorcé des bombes et désamorcé des mines. Il est venu ce soir, nous l'avons rencontré, comme vous l'avez suivi, nous avons eu cet entretien avec lui parce qu'il y a beaucoup comme ça d'Ivoiriens qui sont dans l'armée américaine. Moi, j'en connais plein. J'ai beaucoup d'amis aussi avec qui je cause tous les jours. Monsieur Thierry Kouassi a accepté de venir avec nous. Voilà, monsieur Kouassi, merci. Voilà, merci. Je crois qu'on aura encore besoin de vous. Voilà, pour certainement discuter beaucoup plus de cet aspect militaire, pas véritablement des États-Unis parce que c'est un secret professionnel. Oui. Vous ne pouvez pas dire plus, mais je crois qu'on va aussi discuter de votre expérience, comment vous voyez nos armées africaines, je dirais dans les 5 ou 10 ans à venir. Voilà, dormez bien. Je m'excuse encore une fois de plus pour cette voix verrouillée que j'ai eue ce soir. C'est parce que j'ai dû prendre un coup de froid. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.